Taya et Takio, qui vivent dans le désert du continent Zielo. Un jour, il y a une énorme goutte d'eau qui a atterri dans ce désert, et les 3 enfants vont trouver un individu différent d'eux dans cette goutte d'eau, et cet individu va leur apporter de l'aventure et également du danger. L'inspiration m'est venue surtout des œuvres que j'ai regardées, principalement de ma culture, donc voilà, de la Guadeloupe. J'ai vécu également en Martinique et actuellement je vis en Guyane, donc je me suis vraiment inspiré de tout ça. Et si je vis aujourd'hui en Guyane, c'était pour apprendre le Djokan. J'y suis arrivé en 2018 et j'ai pratiqué le Djokan pour apprendre le Djokan parce que justement les personnages principaux de la planète Taku pratiquent le Djokan. Le Djokan est un art martial amazonien. Ça a été créé par Yannick Théolane, un Guyanais, et j'ai voulu mettre en avant cet art martial dans mon œuvre. Donc je suis allé en Guyane justement pour pratiquer le Djokan et j'ai rencontré Yannick. Il a accepté que j'utilise le Djokan dans la planète Taku. Ben, au début, je travaillais tout seul, c'est-à-dire que les premières années, j'étais vraiment tout seul parce c'était de la pré-production de la planète Taku, donc l'écriture du scénario, la création des personnages, de l'univers, le développement de tout ça. Donc j'étais seul, mais petit à petit, il y a des gens qui m'ont rejoint. J'ai un ami qui est directeur artistique, qui vit à Montréal, qui travaille avec moi sur la planète Taku. J'ai aussi un ami animateur, directeur d'animation, qui habite au Sénégal et qui travaille sur la planète Taku avec moi. Et j'ai aussi des collaborateurs pour l'ancrage de la planète Taku. Alors un tome, ça me prend 1 an, parce que j'ai un travail alimentaire à côté. Et ben, le temps que je travaille, ben, il faut aussi que... Et quand je suis libre, ben, donc ça me prend 1 an. C'est-à-dire que financièrement, en termes de temps et en termes de finances, ça me prend 1 an de boucler la planète Taku. Le premier tome de la planète Taku est sorti le 5 juillet 2018, parce que j'allais à la Japan Expo à la base pour le sortir, donc le premier tome est sorti à la Japan Expo, le deuxième aussi, le troisième devait sortir à la Japan Expo, mais comme il y a eu le Covid, ben, j'ai pas pu le sortir, donc je l'ai sorti cette année en même temps que le tome 4. Ben, on va dire que la Japan Expo, c'est aussi l'occasion pour nous, c'est-à-dire que moi l'année je travaille, on va dire que l'auteur, il est vraiment dans son cocon en fait, toute l'année il travaille, et des événements comme la Japan Expo, c'est l'occasion de sortir de sa grotte, d'aller à la rencontre des fans pour leur parler de notre œuvre, voir ce qu'ils en pensent. Donc c'est vraiment un échange, il y a un petit côté familial en fait. Numéro 1, Club Dorothée. Alors il faut aussi que j'explique pourquoi je me suis lancé sur la planète Taku. J'étais un grand fan de manga, je suis toujours un grand fan de manga. J'ai grandi avec le Club Dorothée. Et donc voilà, et en parallèle de ça, les gens de mon entourage, comme je suis né en Guadeloupe et j'ai grandi en Guadeloupe, se plaignaient beaucoup du manque de diversité dans la littérature française et l'audiovisuel français. Donc j'ai grandi avec ça en permanence. Et quand je suis parti faire mes études, j'avais constaté une chose aussi, c'est-à-dire qu'il y avait des Français, en fait, des Blancs, il y avait aussi, moi j'étais antillais, il y avait des Africains, il y avait des Malgaches, il y avait des Algériens, enfin des gens du Moyen-Orient également, et des Asiatiques aussi. Mais quand on nous demandait de dessiner, on dessinait systématiquement des Blancs pour nos projets en fait. Et moi, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit c'est bizarre. Et quand moi j'essayais de faire des personnages typés afro, ben, ils avaient du mal à passer en fait. Et une petite anecdote marrante, c'est-à-dire que le film de 2e année que j'ai fait, pour que mon personnage puisse, parce que pour le premier j'avais essayé de faire en noir, il n'avait pas été pris. Et dans mon court métrage, il y a un ramoneur, et ce que j'ai fait en fait pour qu'il soit noir, ben, j'ai fait qu'à force qu'il nettoie les cheminées, mais il avait la peau, voilà, c'était le charbon qui était. Et c'est comme ça que j'ai pu faire qu'il soit noir. Et quand je m'étais mis à faire des nez aussi, super afro, bon, on m'avait appelé le Black Easer. Mais bon, c'était sous forme de blague, hein, mais bon, c'était, voilà. Et quand j'ai fini mes études, j'ai voulu mettre en avant ma culture et les problèmes auxquels j'ai été confronté, c'est-à-dire que j'étais assez naïf, c'est-à-dire que comme j'ai entendu beaucoup de choses se plaindre du manque de diversité, je me suis dit, bah, j'ai du talent, voilà, je sais dessiner, je suis plutôt bon, je vais aller voir les gens qui se plaignaient du manque de diversité justement, leur proposer ça, puisque personne ne le fait, personne d'autre ne le fait, et ça va suivre. Que ceux qui se plaignaient de la diversité n'étaient pas forcément ceux qui la consommaient quand elle était disponible, ou qui étaient prêts à mettre leur bille là-dessus pour que ça se fasse. Donc ça, c'était une des premières difficultés auxquelles j'ai été confronté. Deuxième difficulté, c'est les gens avec qui on travaille, avec qui on veut collaborer, et qui ne sont pas forcément honnêtes, voilà, mal intentionnés, et qui m'a fait comprendre que c'est pas parce que les gens ont
la même couleur de peau que moi, ils ont forcément la même idéologie, les mêmes ambitions, les mêmes objectifs. Je voulais faire un court-métrage et le fait de ne pas avoir réussi à le faire m'a amené à sortir un roman, écrire un roman, vendre le roman. Et les ventes du roman m'ont permis de sortir le premier tome. Beaucoup de sacrifices qu'il y a à faire, tous les sacrifices qu'il y a à faire. Quand on travaille sur une œuvre comme ça, enfin, quand on a vraiment de l'ambition, on est obligé de. Il y a beaucoup de choses qu'on sacrifie. Donc par exemple, les amis, on les voit moins souvent. La famille, on la voit moins souvent. Et voilà, on est vraiment ancré là-dessus, on est focus là-dessus. Donc on va dire qu'on met entre parenthèses sa vie sociale, qu'on travaille là-dessus. Première chose déjà, savoir s'ils sont vraiment prêts à se lancer là-dedans. Parce que c'est vraiment une aventure, c'est comme un enfant en fait. Un projet, c'est un enfant qu'on va devoir élever et qui nous fait grandir. C'est-à-dire que moi, mon projet, enfin, la Planète Taku m'a fait grandir, a grandi, mais m'a fait grandir aussi. Et pendant que moi j'évoluais, la Planète Taku évoluait aussi. Et il y a pas mal de choses qui me sont arrivées dans ma vie qu'on retrouve dans la Planète Taku justement. Donc mon projet me nourrit et je nourris mon projet. Ma vie nourrit mon projet aussi également. Alors, mes projets pour la Planète Taku, déjà, c'est continuer la série voilà, des Kempty, chaque tome, pour sortir un par an. Après, si financièrement je peux me le permettre, bien sortir plus d'un tome par an, si je peux. Aussi, revenir à l'animation, parce qu'à la base, c'est ce qui m'a lancé là-dessus, c'était un court-métrage. Donc, j'aimerais réussir quand même à faire l'histoire de Taji, l'enfant du désert, et également la série animée La Planète Taku.